Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, vous le savez. Et pour ce nouveau numéro, nous parlons toujours de l'actualité brûlante dans le registre politique. Vous le savez, ce sont les multiplications des manifestations politiques, mais aussi accompagnées des cas de violence, voire des cas de tuerie. Et les femmes de cette entité politique, donc les femmes de l'opposition républicaine, qui se mobilisent contre ces cas de tuerie pour une énième fois, elles ont décidé de manifester afin d'exprimer leur colère, leur ras-le-bol face à ces cas de tuerie dans les rangs des jeunes gens relevant de l'opposition. Évidemment, après avoir été empêchées de voir le ministre de la Sécurité il y a de cela une semaine, elles ont rebelleté hier pour encore remettre une manifestation de riz. Eh bien, plus que la dernière fois, elles ont été sévèrement dispersées à coups de gaz lacrymogène. Hier, à Bellevue, comment est-ce que les choses se sont passées? Qu'est-ce qui était en réalité le mot d'ordre, le message à diffuser? Ici, sur ce plateau, je reçois, pour en parler, Adja Maimouna Ba. Elle est vice-présidente des femmes de l'UFDG et porte-parole des femmes de l'opposition républicaine. Adja Maimouna, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci beaucoup. Merci surtout de la disponibilité. Alors, je l'ai dit tantôt, hier vous étiez encore dans les rues. Oui. Et la semaine passée, vous étiez encore dans les rues pour aller voir le ministre de la Sécurité afin de lui adresser vos recommandations, mais aussi de lui exprimer votre colère. Avant de parler de ça, on sait que vous n'êtes pas votre première, les femmes de l'opposition. La dernière fois, peut-être qu'il y a plusieurs mois ou peut-être un an, vous êtes allé voir Cheikh Sako, le ministre de la Justice. Vous lui avez montré des images, des jeunes gens qui sont tombés sur le terrain politique à coups de balles réelles. Cheikh Sako a fait des promesses. Alors aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur, qu'on en fasse l'état des lieux. Qu'en est-il de ces promesses de M. Cheikh Sako vis-à-vis des premiers cas de tuerie que vous lui avez montrés? Je vais commencer par vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à votre micro. Effectivement, il y a bientôt un an, on avait marché pour les mêmes raisons, demander à ce que les tueries de ces enfants cessent dans notre pays et encore mieux, ouvrir des enquêtes pour trouver les tueurs ou les commanditaires de ces meurtres pour les traduire devant la justice. Parce qu'on s'est dit que si cela avait été fait, on n'aurait pas continué à enregistrer des morts. À cet effet, donc, on a fait un mémorandum et on est allé officiellement le remettre à M. Cheikh Sako, étant le premier responsable de la justice guinéenne, pour l'interpeller, pour lui demander de faire son travail à ce niveau, de jouer son rôle pour que nous sachions qui est en train de tuer nos enfants, pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Il a eu l'amabilité de nous recevoir et d'accepter notre mémorandum. Et un mois après, il nous a envoyé une réponse dans laquelle on avait beaucoup de dossiers de justice, c'est-à-dire des dossiers qui ont été traités au niveau de la justice, mais sur 300 dossiers qu'on a reçus, il n'y avait qu'un seul dossier qui traitait de meurtre d'enfants qui a été tués pendant les manifestations. Mais comme ce jour, il nous avait promis que la justice allait faire son travail, nous on a espéré, on s'est contenté de cela et on a laissé le temps passer pour voir effectivement est-ce qu'on a été comprise et est-ce qu'il va prendre ses responsabilités. À ce jour, vous êtes dans ce pays, je crois qu'au même titre que moi, vous n'avez pas entendu qu'un dossier a été ouvert pour une victime. Mieux, plus encore, les tueries continuent. À chaque fois qu'il y a manifestation, il y a des gens qui sont tués. Parfois, on a même compté 4 morts ici par manifestation. On s'est dit que quelque chose ne va pas, on n'a pas été entendu. Il faut qu'on retourne donc dans la rue, parce que malheureusement, c'est le seul moyen qui nous restait. On est passé par tous les autres moyens, les déclarations, les interpellations des uns et des autres par des courriers en joignant toutes les preuves qu'on avait et chacun a essayé de tirer son épingle du jeu, mais malheureusement on n'a pas eu, nos objectifs n'ont pas été atteints. Donc sur les promesses de Cheikh Sako depuis un an qui vous a fait de se pencher sur ces dossiers de tuerie des jeunes qui sont tombés à l'occasion des manifestations, un an après, est-ce que vous êtes en train de dire que les promesses de Cheikh Sako, du ministre de la Justice, n'ont pas été tenues de faire la lumière sur ces cas de mort?
Je dirais que non, ça n'a pas été tenu. On est tous en Guinée. C'est seulement quand il y a eu la mort du gendarme qu'on a entendu d'ouverture d'enquête. C'est seulement quand il y a eu la mort de ce gendarme qu'on a vu la réaction de tout le pouvoir, de tout le gouvernement qui est allé rendre hommage à ce jeune homme et qui a décidé d'ouvrir des enquêtes. Et on a même vu hier à la télévision qu'il y a eu 25 personnes qui ont été arrêtées, et des suspects de la mort de ce gendarme. Pendant que ce jour, il y a 2 autres qui étaient morts et personne n'en parle jusque-là. Il n'y a eu aucune compassion de la part du gouvernement. On n'a vu aucun membre du gouvernement pour venir présenter les condoléances. Aucun membre du gouvernement n'a assisté à l'enterrement de ces jeunes. Pendant que de l'autre côté, le gendarme qui a été tué, tout le monde a vu les honneurs. Le policier, pardon. On va parler de ces cas voilà. Tout à l'heure. Je vais rester dans la situation d'il y a un an. D'il y a un an, je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'enquêtes qui ont été ouvertes pour rechercher, pour retrouver... Aucune personne n'a été soi-disant arrêtée, que ce soit maintenant dans les rangs des forces de sécurité ou des simples citoyens qui auraient tué ces jeunes gens depuis un an. On a vu simplement, mais ça aussi c'est les derniers temps, c'est ces derniers temps, le ministère de la Sécurité a essayé de se défendre en disant que ce n'est pas les forces de l'ordre qui tuent, mais c'est des bandits, mais bon, aucune preuve jusque-là. Nous n'avons pas dit absolument c'est les forces de l'ordre. Il faut trouver quand même les tueurs. Il faut trouver les tueurs. Alors je me rappelle aussi qu'à l'époque, quand vous êtes allé voir en groupe et en larmes le ministre Cheikh Sako devant le ministère de la Justice, parallèlement vous êtes allé voir également en larmes et en pleurs le médiateur de la République, tout nouveau médiateur d'ailleurs, Mohamed Saïd Fofana, qui aurait même coulé les larmes. Oui. Alors, si toutefois, depuis un an, Cheikh Sako a pris des promesses, il ne les a pas tenues, et le médiateur à l'époque aussi a pris des engagements de suivre le dossier. Est-ce que lui aussi, il a eu à vous remonter des informations? Qu'est-ce qu'il a dit depuis un an de ces promesses que le ministre de la Justice vous a faites et qui ne sont pas tenues malheureusement? Comme c'est un mémorandum qu'on avait déposé au médiateur de la République, il nous a fait une réponse en bonne forme dans laquelle il nous a dit clairement que ce genre de transaction ou ce genre de dossier ne fait pas partie de ses attributions. Donc il était incapable de pouvoir faire quelque chose par rapport à notre dossier, que lui son rôle c'est entre l'État et les entreprises. Donc il était incompétent pour ce genre de dossier. Alors, vu que le ministère de la Justice, à travers la voix de M. Cheikh Sako, n'a pas tenu les promesses, est-ce que vous vous êtes tourné vers d'autres juridictions extra-nationales Bon, vous savez que chaque fois qu'il y a des choses comme ça, il y a le pool des avocats, des parties qui constituent des dossiers et qui déposent des plaintes. Parfois même, ils refusent de prendre les plaintes. Ça aussi, vous le savez, on est dans ce pays. S'ils reçoivent les plaintes, c'est pour les mettre dans les tiroirs. Parce que si les choses se passaient bien, on n'aurait pas eu besoin d'aller voir M. Cheikh Sako. Parce que normalement, les juridictions reçoivent les dossiers. Leur devoir, c'est de les traiter et de convoquer les gens et de rendre justice. Conformément à la loi. C'est parce que ça n'a pas été fait, c'est qu'on est obligé de sortir nous-mêmes, voire interpeller la responsabilité des personnes qui sont concernées. Voilà. Et justement, il faut le rappeler, cela s'est passé il y a un an, lors des toutes premières manifestations que les femmes de l'opposition ont initiées pour aller vers le ministre de la Justice, Cheikh Sako, afin qu'il mette en branle des actions judiciaires et d'arrêter les coupables de ces tueries. Et comme elle vient de le dire, malheureusement, ces promesses n'ont pas été tenues. Après un an, les manifestations continuent toujours dans le pays et parallèlement des cas de tueries continuent. Et là aussi, les femmes de l'opposition ont décidé, comme je l'ai dit hier, de ressortir dans la rue et d'exprimer cette colère-là, sauf qu'elles ont été tout simplement dispersées. Et derrière, dans la deuxième partie, on va parler de la problématique justement d'exercice de ces libertés, des manifestations et de la responsabilité des partis politiques de sensibiliser les militants que font les femmes de ces partis d'opposition. Elle nous parlera de cela, mais dans la deuxième partie. À présent, on reste sur votre manifestation de rue d'hier mardi. Vous avez décidé de sortir et ça, pour une fois encore, malgré l'interdiction. La question que je pose, pourquoi vous avez, pour une fois, et c'était hier, ignoré l'interdiction des autorités afin de manifester? Bon, vous savez, les textes sont clairs.
Chacun a son rôle à jouer. Quand tu veux marcher, tu veux manifester, la Constitution demande à ce que vous informez les communes traversées 72 heures avant par un courrier. Informez. Mais il n'est écrit nulle part que ces autorités ont le droit d'empêcher, sans raison valable, les manifestations. Alors nous, on a déposé les courriers à date au niveau de la mairie de Dixine et de Ratoma. La mairie de Dixine a été la première à nous répondre. Et voilà ce qu'ils ont dit dans leur courrier. Nous avons reçu votre courrier, nous vous remercions de l'information, mais nous vous demandons de surseoir à cette manifestation. À mon avis, il n'y a aucun argument valable nous permettant d'accepter ce refus-là. Et puis, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de marcher, parce que finalement, ils veulent empêcher les gens de marcher parce qu'ils ne veulent pas. Un point, c'est tout. Donc nous, on ne va pas les aider à détruire les lois de cette République. On n'est pas obligé de respecter un ordre illégal. Donc, si vous avez décidé d'outrepasser cette interdiction, c'est parce que vous estimez que les motifs des interdictions ne tiennent pas la route. Ça ne tient pas la route. De l'opposition l'ont fait aussi à leur tour pour manifester. Oui, parce que quand on a voulu marcher pour aller voir le ministre de la Sécurité, qu'est-ce qu'ils nous ont opposé comme argument? Vous ne pouvez pas marcher parce qu'on est en train de mener des enquêtes par rapport à la tentative d'assassinat du chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que ça a à voir? On a un itinéraire précis, ça ne partait même pas du côté où se trouve le domicile du chef de file, et ça n'avait rien à voir avec tout cela. On s'est dit que vraiment c'est un argument qui n'était pas valable. On ne pouvait pas le respecter, on ne pouvait pas l'accepter. Et donc comment ça s'est passé hier parce qu'on vous a même appelé à la radio hier, vous disiez que la manifestation se passait bien, vous êtes parti de Bambeto pour rejoindre l'esplanade du palais, du stade du 28 septembre. Entre-temps, on a entendu que vous avez été gazé, d'autres violentés. Comment est-ce que tout ça est arrivé? Bon, écoute, notre point de ralliement, c'était Bambeto, effectivement. Donc le matin, les femmes se sont fortement mobilisées au niveau de Bambeto. Il y avait un déploiement de forces de l'ordre importante à ce niveau. À un moment donné, ils sont venus nous voir. À Bambeto, il y avait même leur patron là-bas, Bafoué. Ils sont venus nous voir pour dire, écoutez, vous ne devez pas marcher parce que la marche n'est pas autorisée. On leur a dit, écoutez, rien ne peut nous empêcher de marcher parce qu'il n'y a aucune raison valable de refuser cette marche. On est sortis, on s'est mobilisés, on est avec nos mains propres, on n'a rien d'autre. Les pancartes, les photos. Il y avait les pancartes, il y avait les banderoles, oui, bien sûr. Mais on n'avait aucune arme. On n'avait aucun matériel pour faire du mal à quelqu'un. Donc on a dit, on va marcher. Et comme ils nous ont laissé bouger, on s'est dit qu'ils ont compris qu'on pouvait faire la marche. Et il n'y a eu aucun encadrement de leur part, ce qu'on ne souhaitait pas d'ailleurs, mais il n'y a eu aucun problème. Les boutiques étaient ouvertes, tout fonctionnait normalement. Nous, on était dans la rue, on marchait, on scandait nos slogans et puis on avançait. Et tous ceux qui m'ont appelé, j'ai dit vraiment, les choses se passent très bien, on va bientôt arriver à Dixine et puis passer nos messages, nous séparer. Malheureusement, arrivé au niveau de la Bellevue, nous avons trouvé une ceinture extraordinaire d'agents de force de l'ordre, mais nous n'avons pas eu peur parce que pour nous, on n'est ni des bandits, ni des voyous, encore moins des enfants. On est venu jusqu'à leur niveau. Nous avons demandé à toutes les femmes de s'asseoir sur le goudron parce qu'on n'allait pas forcer le passage. On n'avait pas l'intention de forcer le passage. Ce n'est pas notre habitude, on n'allait pas le commencer hier. Donc nous, les responsables, on est venus vers les forces de l'ordre pour leur expliquer le bien fondé de notre marche. Parce que toutes les fois qu'on a été encadré par les gendarmes, ça s'est très bien passé entre nous. Au niveau de la Bellevue, on nous a bloqués déjà là. On nous a bloqués là. Donc on a expliqué, au moment où nous on expliquait aux forces qui étaient devant nous, c'est en ce moment qu'il y a eu un autre groupe qui est venu derrière, sans chercher à comprendre, ils ont commencé à tirer les gaz lacrymogènes. On a même dit aux femmes, ne bougez pas. Quand la fumée va passer, on va se retrouver parler. Parce que nous, on ne va pas fuir, on n'est pas des enfants. Mais malheureusement, ils sont venus, maintenant ils ont commencé à violenter les femmes, à les taper avec les fusils. Et donc, on ne pouvait plus rester là, parce qu'ils ne sont pas là pour nous disperser, mais c'était pour nous faire du mal, avec des injures, toutes sortes de violences que vous ne pouvez pas imaginer. Vous tapez les femmes comme si c'est leur enfant.
Et donc les femmes se sont dispersées. Malheureusement, malgré tout, il y a eu des blessés très graves, dont un député, le député uninominal de Dalaba, qui a été gravement blessé par balle. Parce qu'il n'y avait rien sur les lieux qui pouvait blesser quelqu'un. Nous, on n'avait rien entre nos mains. Tout le matériel était détenu par eux. Donc, et je ne vois pas une fumée qui peut blesser comme ça quelqu'un. Donc, il y a la députée là qui a été blessée sur le pied gravement et une autre fille qui a reçu la balle au niveau de l'épaule. On les a déposées à l'hôpital, ils leur ont fait beaucoup de points de suture et puis elles ont perdu beaucoup de sang. Donc, il y en a des agents qui ont fait usage de balles. Je peux le dire oui, parce que cette fois-ci, ils ne vont pas dire que c'est nous qui avons fait mal à nos partenaires avec lesquels on marchait. Ce n'est pas possible. Et c'est eux seuls qui avaient un matériel de ce genre. De maintien d'ordre. De ce genre. Donc, on ne peut dire que c'est par balle. Et moi, j'ai vu hier aussi des policiers ramasser des cailloux, jeter sur les femmes. Aucune femme n'a réagi. Tout ce qui a été fait comme violence est venu du côté de la police. Bien. Et c'est en ce moment qu'on a compris qu'on avait affaire cette fois-ci à la police et non à la gendarmerie. Et leur patron était à côté. Tout s'est passé devant ses yeux et nous allons dire que c'est lui qui a donné ordre. Parce qu'au départ, ils se sont contentés de nous barrer la route. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Nous, on était avec ces gens quand d'autres sont venus derrière pour tirer. Ceux qui étaient avec nous n'avaient même pas d'armes. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que la dernière fois, quand vous avez décidé d'aller voir le ministre de la Sécurité, on vous a fait bloquer par des femmes gendarmes. Et à cette occasion, il n'y a pas eu de violence. Je crois qu'il n'y a même pas eu de tir de gaz lacrymogène. Vous étiez compris, parce que moi j'ai même vu une photo sur la toile où une dame gendarme était en train de consoler une des manifestantes. En train de pleurer, qui très pleurait. émouvant, les deux en train de pleurer. Donc, mais sauf que hier c'était carrément tout le contraire. C'était carrément de la violence. C'était de la violence. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est des femmes gendarmes qui étaient là hier cette fois-ci, ou est-ce que c'était un autre corps de sécurité qui vous a bloqué, qui vous a dispersé hier? Hier, ce n'était pas les gendarmes, c'était la CMS de M. Bafoué. Nous, on avait notre plan B. On venait négocier. Si ils acceptaient, on passait parce qu'on n'allait jamais forcer la route. Sinon, on revenait sur l'héliport qui était à côté. Qui est un espace. Un grand espace. Il y avait même qui avait proposé qu'on s'arrête là-bas. On était en train de parler de ça quand on a vu la police. C'est ce qui nous a distraits. Sinon, on voulait s'arrêter là-bas à l'origine pour passer nos messages et puis pour rentrer à la maison. Sans casse, sans rien. C'est dans ça qu'on a vu le cordon de policiers. Et puis, on est venu leur parler. S'ils n'avaient pas accepté, ils avaient dit non, vous ne pouvez pas passer, comme on fait les gendarmes. On allait nous retourner là-bas. Parce que la dernière fois, justement, avec la gendarme, les femmes gendarmes, on a pris départ à l'hôpital Donka et vers la morgue. Quand on s'est rencontrés, ils ont dit vous ne pouvez pas passer. On a dit non, laissez-nous passer. On ne veut du mal à personne, mais il faut qu'on se fasse entendre. Sinon, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour nous. Nous, on n'est pas des politiciens, on est là pour une bonne cause. Regardez ces enfants qu'on est en train de tuer comme des oiseaux. Elles ont dit bon, organisez-vous, on va vous accompagner, on va vous encadrer. On a dit d'accord. On s'est organisé et puis on a marché jusqu'au niveau de l'autoroute. C'est comme si elles ont reçu une instruction comme quoi de nous bloquer là-bas. Et là, elles nous ont bloqués. Elles ont dit, vous ne pouvez pas passer. On a dit, mais pourquoi? On était sur le chemin de partir, pourquoi vous nous bloquez? Non, vous savez, madame, personne n'est au ministère, on s'est informé. Tout le monde est à la fête, c'est la fête de l'armée aujourd'hui. Nous vous prions de rentrer à la maison. Si vous voulez, refaites le programme un autre jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller là-bas, il n'y a personne. Elles nous ont convaincus par ça. On est resté là, on a dit, bon, d'accord. On est tombé d'accord sur ça, on a passé nos messages là, et puis on s'est retourné. Et moi, je leur ai même dit, on leur a promis, nous les responsables, comme vous êtes bien comportés avec nous, n'ayez aucune crainte, les femmes vont se disperser sans problème, on vous promet. On était là encore, regroupés, quand elles ont pris leur pick-up, rentrés. Donc, on n'est pas des enfants. Il n'y avait qu'à nous dire, vous ne passez pas, on n'aurait jamais forcé la route. Bien. Et puis, on aurait trouvé une autre solution. Donc, 2 cas de blessés très graves et d'autres qui ont eu des égratignures. Il y a beaucoup de blessés légers parce qu'il y a beaucoup qui sont tombés aussi, qui se sont blessés. Et plus maintenant, ceux qui ont été bastonnés par les fusils. Je vous ai dit qu'il y a une femme, aujourd'hui, elle va avoir du temps à commencer à réutiliser ses mains parce qu'elle a été blessée sur ses 2 mains. Ne voulant pas être tapée par le fusil, elle tenait le bout du fusil et à chaque fois, l'agent
tiré le truc, le bout qui est une lame. Elle s'est blessée sur ses doigts. Regardez sur les réseaux sociaux. C'est clair. Voilà, les femmes sévèrement tabassées, dispersées hier. Alors donc, maintenant que 2 fois de suite, vous avez tenté de marcher, vous avez été empêché, pour une première fois, empêché d'aller voir le ministre de la Sécurité. Heureusement, il n'y a pas eu de bastonnade ni de violence exercée, mais hier, c'était le cas. Vous avez été gazé et il y a eu des blessés. Maintenant, quels sont les autres canaux que vous allez pouvoir utiliser afin d'adresser vos messages, votre colère face à ces tueries, adresser ces messages-là, ces photos-là aux autorités? Qu'est-ce que vous faites parallèlement à la démarche de manifester? Parallèlement à la démarche, c'est de demander des rendez-vous avec les personnes concernées, les plus concernées, pour aller les rencontrer, pour qu'on parle de vive voix. Chacun est dans son coin, il est en train de se donner raison. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc au-delà des manifestations, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Au-delà des manifestations, on est en train d'envoyer des courriers à certaines personnalités. On a déjà envoyé aux chefs religieux qui nous ont répondu, qu'ils vont nous recevoir sûrement la semaine prochaine. On a écrit à la première dame, parce que nous pensons que c'est la maman de cette nation aujourd'hui, et c'est son mari qui est au pouvoir. On s'est dit qu'il y a des choses, peut-être qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne comprend pas. Il faut qu'on se retrouve, parce que devant une maman devant ces tueries ne peut pas rester insensible. Quelle est la réponse de la première dame à date? Nous n'avons pas reçu encore sa réponse. Nous espérons bien qu'elle va accepter de nous recevoir, parce que nous avons quelque chose à construire ensemble. Il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on parle à la mère de famille, qu'elle comprenne ce qui se passe réellement dans ce pays et qu'elle se dise si une femme guinéenne peut être fière de ça. Donc, alors donc, on va évoquer notamment les autres perspectives que vous aurez pour vous faire entendre, continuer à vous faire entendre dans ces cas de tuerie, et en même temps parler de cette affaire de manifestation de rue, comment elle se passe aujourd'hui, parce qu'il y a bien des gens aussi qui pensent qu'on retrouve au moins des gens qui respectent l'esprit des manifs, l'esprit des journées villes mortes. Qu'en est-il de votre côté en termes de sensibilisation, d'éducation politique? Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission, qui va commencer tout à l'heure par cet élément de reportage de Kadiatou Diallo, notamment lié à cette manifestation de rue des femmes de l'opposition hier, et après nous continuons à débattre. Tout de suite, après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Alerte Halimatou Dalen Diallo, les femmes de l'opposition républicaine sont sorties massivement dans la rue ce mardi pour dénoncer les cas de tuerie dont sont victimes les jeunes de l'opposition et l'impunité. Avec des slogans hostiles au pouvoir d'Alpha Condé et son gouvernement, ces femmes ont, durant leur trajet, réclamé l'arrêt de tuerie et justice pour les 103 morts. Nous voulons lancer un appel à ce gouvernement de cesser de tuer nos enfants, nos innocents enfants, notre espoir. On ne s'arrêtera pas. Les intimidations ne marcheront pas. On ne s'arrêtera pas. On marchera tant qu'on n'aura pas notre droit. Ils ont abattu nos enfants dans les rues comme si c'était des gibiers. Mais comme nous sommes devant un gouvernement sourd et muet, un gouvernement criminel, un gouvernement irréfléchi, nous marcherons jusqu'au moment où nous saurons qui a commandité pour que nos enfants soient tués, ou bien quels sont ceux qui ont tué nos enfants. Nous allons marcher, 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 marcher encore pour nos enfants, pour nos victimes.
Du rond-point de Bambeto, point de départ de la marche, jusqu'à l'héliport, ces femmes avec de mouchoirs rouges ont marché, brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Arrêtez de tuer nos enfants, sans justice, pas de paix ». Tout au long de leur parcours, elles ont marché sans incident. C'est arrivé au niveau du carrefour de la Belle-Vue qu'elles seront en face d'un impressionnant dispositif de sécurité. Composé de femmes et d'hommes, ces agents de la police ont fait une ceinture de sécurité pour barrer la route aux protestataires d'arriver à l'esplanade du stade du 28 septembre, point de chute de leur marche. Malgré ce dispositif, elles réussiront à passer avant d'être dispersées par des tirs de gaz lacrymogène. Sur les lieux, c'est la débandade totale. Après avoir dispersé les femmes, les agents continueront leur chemin jusqu'à Amdalaï. Au niveau de la minière, c'est un policier qui se livre à des méthodes d'intervention peu orthodoxes avec une femme qu'il frappe à coups de pied. Au moment où nous quittions les lieux, aucun incident majeur n'a été signalé de la Belle-Vue à Koza. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Vous le savez bien sûr, c'est aussi l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Pour ce numéro, je reçois comme invité Adia Maimounaba, vice-présidente des femmes de l'UFDG. Elle est également porte-parole des femmes de l'opposition républicaine. Le sujet, vous le savez, les manifestations se multiplient suite justement à l'installation très contestée des élus locaux depuis un certain temps et des cas de mort qu'on a enregistrés depuis plusieurs semaines. Évidemment, elle décide encore de marcher pour contester tout ça, pour dénoncer tout cela. Oui, on a suivi cet élément de reportage qui revient sur comment les choses se sont passées hier, des militaires qui s'acharnaient sur des femmes hier. On a vu tout ça. Les gaz qui ont carrément fait tomber certaines. On nous dit qu'il y a eu tellement de violence à l'endroit de certaines femmes que des agents auraient humilié sur le terrain. Alors aujourd'hui, face à cette situation, est-ce que vous allez continuer à marcher, par exemple la semaine prochaine, ou est-ce que vous allez vous arrêter un petit moment face à ce qui s'est passé hier, changer de stratégie, de méthode d'interpellation des autorités? Écoutez, nous allons nous retrouver vendredi pour tirer les leçons. Mais je peux tout de suite vous dire qu'on ne peut pas arrêter avec les manifestations. Parce que malheureusement, c'est le seul moyen qui nous reste pour revendiquer, pour prouver notre mécontentement. Est-ce que ce sont les hommes de l'opposition qui vous inspirent dans cette démarche d'affront, de rapport de force avec les autorités? Parce que les femmes, on les sait négociatrices, les femmes, on les sait... je ne sais pas, on va dire pacifiste et tout, mais les femmes tout le temps dans la rue, je veux dire, est-ce que vous suivez la méthode des hommes de l'opposition républicaine? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'abord, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas que des femmes de l'opposition. Ça, il faut que ça soit clair. C'est toutes les mamans de ce pays-là qui en ont le ras-le-bol de voir. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est les femmes initiées, oui. Bien sûr, il faut un leadership, bien sûr. Mais c'est toutes les femmes qui sont invitées. Vous avez toutes les ONG féminines qui sont dans ça, toutes les femmes, les parents des victimes, tout le monde. Ce ne sont pas que nous. Écoutez, on ne peut pas... c'est la seule chose qui nous encourage, qui nous galvanise, ce sont ces tueries-là. Vous êtes là. On a fait tout ce qu'on a fait auparavant. Est-ce qu'ils ont arrêté de tuer? Ils n'ont pas arrêté de tuer, un. Deuxièmement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune enquête qui est ouverte pour rechercher quelqu'un qui a tué et le punir conformément à la loi. Donc, c'est largement suffisant. On n'est inspiré par personne. C'est voilà nos motivations. Et je sais que toute maman, toute femme qui a donné la vie ne peut pas voir cette banalisation de la vie, ne peut pas rester indifférente à ces tueries. C'est sûr et certain. Donc c'est tout ce qui nous anime. Nous sommes fatigués de voir nos enfants se faire tuer dans la rue comme des coqs. Donc vous allez continuer cette pression? Nous allons continuer cette pression jusqu'à ce que tout le monde nous rejoigne. Parce que c'est un problème national. Cette histoire... Et le but final c'est quoi? C'est que vous voulez coûte que coûte que le ministre de la Sécurité vous reçoive, qu'il prenne main à main votre mémo, et que le ministre de la Justice aussi, sérieusement, vous dise la vérité. Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que quand nous recherchons l'opposition, quand eux ils marchent,
Ils disent, bon, il faut qu'on arrête le processus d'installation des élus locaux, qu'on mette de l'ordre, qu'on respecte les accords. Maintenant, vous les femmes aussi, la finalité, l'objectif pour que vous arrêtiez de marcher, c'est quoi? Pour qu'on arrête de marcher, c'est très simple. C'est les deux choses qu'on a demandé. Qu'on arrête de tuer nos enfants. On peut marcher sans tuer, sans violence. On l'a prouvé hier. Tout le temps qu'on a marché de Bambeto à Bellevue, il n'y a eu aucune violence. La violence a commencé quand la police s'est mêlée. C'est eux la source de violence. Et vous savez, le plus souvent, tous les enfants qui ont été tués après la manifestation. À part la violence des policiers qui rentrent après dans les quartiers, qui ramassent tout le monde, toute personne qu'on rencontre dans la rue, on s'en fout, la marche est terminée, mais si on te rencontre dans la rue, tu es un marcheur. Ce qui n'est pas normal. Regardez les personnes qu'ils ont arrêtées. Il y a des imams, il y a des muezzins, il y a des enfants de moins de 10 ans, je peux dire. Qu'est-ce que ces enfants-là, quel mal des personnes comme ça peuvent vous faire à quelqu'un, entre nous? Et c'est ce qui nous amène finalement au dernier sujet, sinon au dernier angle de cette émission, c'est l'exercice des libertés publiques et la question d'éducation des militants. Éducation politique, éducation citoyenne, bien entendu. Oui, vous avez parlé par exemple des enfants qui ont été présentés à la télé. Alors, il se trouve que de l'autre côté, les critiques qu'on fait à l'opposition, généralement, c'est que quand on prend par exemple les questions de ville morte, quand l'opposition appelle à la ville morte, ce qui veut dire que tout le monde reste à la maison, mais sans pour autant dire aux gens, nous avons dit ville morte, ceux-là qui vont empêcher les gens, ceux-là qui vont brûler les pneus ne relèvent pas de nous, mais on retrouve des gens dans la rue qui caillassent, qui violentent d'autres passants, et quand ils sont arrêtés, l'opposition les réclame comme étant leurs militants. Et c'est grave, des fois, il y a des cas de mort, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Alors, face à cela, est-ce que les femmes de l'opposition jouent un rôle d'éducation politique et même citoyenne des militants, surtout des jeunes militants, des jeunes gens qui souvent partent au-delà de la limite de l'exercice de cette liberté qui est quand même consacrée par la Constitution? Pour moi, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, on est toujours là à juger, à critiquer les conséquences et on oublie la source. Pourquoi c'est un seul secteur de cette ville-là qui est qualifié de violent? C'est-à-dire, moi je crois qu'il faut un peu essayer de se mettre... Attendez. Géographiquement, si les adeptes ou les militants d'une opposition se retrouvent dans une zone, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas toujours la contestation de ce Justement, côté. C'est le problème. Ou sinon, moi, ce que je relève ici, c'est d'abord l'exercice dans la limite d'une certaine liberté. Je veux dire, quand par exemple vous appelez à la ville morte, il y en a qui se disent, pourquoi vous ne dites pas en même temps, ville morte, ça veut dire ça, ça, ça. Celui qui va au-delà de cela, qui se retrouve en train de faire ce qui n'est pas le cas, ne relève pas de nous. Et pourquoi, quand on arrête des gens qui n'ont par exemple rien à voir avec le statut d'un militant qui est en train de brigander, qui est en train de voler, et que l'opposition réclame ces gens-là? C'est ça un peu la question. Je vais vous dire ceci. Souvent, ce ne sont pas ceux qui brûlent là qui sont arrêtés. C'est ça le problème, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Au lieu d'arrêter ces bandits, ils vont arrêter les paisibles militants. Souvent, on arrête les gens devant leur concession. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas pendant la manif qu'on arrête les gens. On n'a jamais arrêté ici pendant la manifestation. C'est quand la manifestation est terminée qu'on rentre dans les quartiers. Regardez, hier, il y a un jeune qui a expliqué comment il a été arrêté. Il rentrait chez lui calmement. On l'a arrêté. Il a dit, mais pourquoi vous m'arrêtez? Moi, je rentre chez moi. Je ne suis pas manifestant. Ils ont dit non, non, non. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis dans leur pick-up. Il faut comprendre les conditions dans lesquelles les choses se passent. Quand vous frustrez une certaine partie de la communauté, de la société, vous savez un peu ce qui se passe dans ce secteur quand il y a manifestation. Ils vont violenter, violer, les intimider de toutes ces personnes, rentrer dans leur maison, casser tout. Vous savez dans quel état d'âme ces enfants-là sont? Vous avez maintenant un enfant comme ça. Il est révolté, il est prêt à tout. Il est prêt à tout, parce que c'est un enfant, il n'a rien fait pour mériter ça. Parce qu'il a appartenu à un parti, il ne mérite pas ça. Donc maintenant, moi ce que je vous dis... Ce que vous dites, c'est qu'il y a par moment des gens qui peuvent se retrouver en train de faire du vandalisme dans la rue,
mais c'est que les forces de sécurité n'arrêtent pas cela. Non. Sauf des innocents. Sauf des innocents. Et c'est là qu'ils vont arrêter nos militants. Imaginez-vous, ça marche à Kaloum, ça chauffe à Bambeto. Ça marche sur l'autoroute, ça finit sur l'axe. Comment vous expliquez cela? Vous avez une fois entendu qu'on a arrêté quelqu'un à Kaloum parce que ça marchait? Vous avez une fois entendu qu'on a arrêté quelqu'un ou qu'on a tué quelqu'un sur l'autoroute? Non, tout est ramené sur l'axe et on stigmatise cette partie de la capitale et on fait ce qu'on veut de cette partie. Vous voulez pas, chacun a sa façon de réagir devant certaines circonstances. C'est ça le problème. Je parlais d'éducation politique tout à l'heure, dans le cadre de l'exercice des libertés publiques, au sein de vos entités politiques. Quel est le rôle que vous jouez comme femme dans ce sens-là? Parce que on reproche aux partis politiques aujourd'hui, que ce soit maintenant les partis politiques de l'opposition ou de la mouvance, de ne pas suffisamment éduquer les militants sur comment exercer certaines libertés, quelles sont les limites à ne pas franchir, et souvent même de ne pas se démarquer de certains cas de violence qui n'ont rien à voir avec la politique. Moi, je vais vous donner un seul exemple qui est vérifiable. Vous assistez à nos assemblées, vous entendez le discours de notre président. Il a toujours prôné la paix, la justice. Et il a toujours dit que lui ne veut pas avoir le pouvoir dans ce pays pour lui. Mais il pense que la situation dans laquelle le pays se trouve n'est pas normale. Il veut rétablir la justice dans ce pays, la légalité dans ce pays. Et il a toujours, quand les enfants se révoltent, disent donnez-nous des fusils, nous aussi on va se venger pendant les enterrements. Est-ce que vous écoutez ces discours? Donc c'est ce qui se passe. C'est-à-dire c'est l'élément. L'éducation occupe une place importante dans notre parti. Parce que nous savons qu'un enfant qui n'est pas éduqué, tu ne peux rien faire avec lui. Donc nous savons ça. Et nous savons que ça peut être contre nous demain. Donc on ne peut pas l'encourager. On ne peut pas encourager ça. Mais quand des enfants sont frustrés, sont stigmatisés, sont violentés, on ne peut pas prévoir leur réaction. C'est ça le problème. Vous avez vu la façon dont les deux jeunes ont été tués. Ils étaient calmement assis en train de regarder un match de football. Vous-même, vous avez vu le visage du monsieur qui a été tué. Il n'a rien d'un délinquant. Un monsieur respectable qui a 2 boutiques, qui travaille pour s'en sortir. Et c'est lui qu'on tue. Et il est enfant unique de ses parents. Maintenant, c'est dans ça que la police prend encore le pick-up pour aller encore terroriser les gens. Vous pouvez prévoir la réaction de ces enfants-là? C'est ça le problème. Parce qu'eux-mêmes, quand le policier a été tué, pendant 2 jours, c'était la terreur. Et de leur bouche, ils s'en vont se venger. Mais c'est parce qu'eux, ils ont la force. C'est parce qu'eux, ils ont les armes qu'ils vont se venger. Mais les enfants là, les pauvres, ils n'ont rien pour aller se venger. C'est ça le problème. Donc l'éducation est une pratique qui est priorisée. Quotidienne. La moralisation de nos militants, c'est quotidien au niveau de toutes les structures, au niveau de tous les responsables du parti. Alors donc voilà, on arrive à la fin et sans doute le dernier message à l'endroit sûrement du ministre de la Sécurité que vous avez cherché à avoir, mais que vous n'avez pas pu rencontrer jusqu'à date. Peut-être à l'endroit d'autres responsables politiques du pays pour terminer cette émission. Merci beaucoup. Je vais effectivement profiter de votre micro pour lancer un appel au ministre de la Sécurité. Il ne faudrait pas qu'il oublie que l'histoire est têtue. Aujourd'hui, c'est lui le premier responsable de ces agents qui sont en train de commettre des exactions, alors que leur devoir, c'est de protéger cette population. Je souhaite qu'il accepte de nous recevoir. Peut-être qu'il n'a pas toutes les informations parce qu'il est dans son bureau. Peut-être qu'il y a des choses qui l'échappent. Il faut qu'il accepte d'écouter tout le monde. C'est bien d'écouter ses agents, c'est bien de les comprendre, mais il n'a qu'à écouter aussi l'autre partie. Nous venons avec des preuves concrètes pour que, en tant que citoyens de ce pays, que nous soyons ensemble, qu'il voie, qu'il soit en face de ses responsabilités, qu'il soit en face de la réalité, pour qu'ensemble, nous puissions voir comment arrêter ce fléau. Parce qu'on est d'accord, c'est un fléau. Aucun pays ne peut prendre comme habitude d'assassiner ses propres enfants. C'est l'avenir de ce pays. On n'aura pas raison demain. L'histoire retiendra. Donc nous demandons à ce qu'il accepte de nous recevoir. On va lui déposer le courrier, qu'il reçoive une délégation. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on veut le rencontrer. C'est parce que nous pensons qu'il peut quelque chose dans cette situation. Et à la première dame ? Et à la première dame,
qu'elle se souvienne qu'elle est mère, elle a des enfants chez elle, qu'elle a bien élevés, qui ont grandi, qui ont réussi, que toute mère aspire à cela. Qu'elle se mette un peu à la place de ceux qui sont en train de perdre leurs enfants à la fleur de l'âge, qu'elle se mette un peu à leur place, qu'elle se dise aujourd'hui, en tant que première dame, elle a un rôle à jouer dans ce sens et l'histoire le retiendra. Nous souhaitons qu'elle accepte de nous rencontrer pour qu'en mère de famille, nous puissions parler de ce problème, que nous puissions aider à régler ce problème. Il y va de notre intérêt et il y va de l'intérêt de toute cette nation guinéenne. Et on se souviendra un jour qu'elle a joué ce rôle primordial aujourd'hui. Merci Adja Maïmouna d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. À vous, merci de toute votre attention. C'était un plaisir de vous avoir tenu compagnie dans cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.